Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro Tabou en Christ. C'est la deuxième partie. La première, c'était sur le suicide et la mutilation. Je suis toujours accompagnée de Yael et de Marie-Diel pour maintenant. La deuxième partie porte le titre de l'addiction à l'alcool. L'alcool, c'est une drogue et l'alcool, c'est la drogue qui fait le plus de morts. T'as des personnes qui ont envie de sortir de ça. Et à cause des personnes autour d'elles, elles se retrouvent bloquées parce que je commençais à être dedans. Si t'as pas de personnes autour de toi vers qui te tourner, va voir un thérapeute, parle-en à un spécialiste. Mais déjà, en parler. Parce qu'en parler, ça permet d'exposer la chose. Et tu vas avoir des clés pratiques. Le thérapeute, il va t'accompagner pour que tu puisses être sevré petit à petit de l'alcool. Donc déjà, en parler. Ensuite, être violent et poser des actes. Parce que ça sert à rien de dire j'ai envie de sortir de là et t'as toujours une bouteille de vin dans ton frigo. Ce n'est pas quelque chose que Yael, parce qu'au final, c'est Yael qui va nous en parler, c'est pas quelque chose qu'elle a vu, c'est quelque chose qu'elle a expérimenté. Elle est passée par là. Et l'addiction, c'est lorsqu'on est prisonnier, en fait, de quelque chose. Ici, c'est de l'alcool. Donc, en tout cas, rebonjour. Bonjour. Est-ce qu'on se représente? Allez-y. Ok. Let's go. Yael, je te laisse le... Bonjour, je m'appelle Yael, je suis financière de formation, mais je suis également chanteuse et je sers le Seigneur dans mon église locale. Moi, c'est Marie-Diel. Du coup, je suis artiste et j'organise aussi des événements chrétiens. Super. Donc, allons-y. Commençons. L'addiction à l'alcool. Addiction Dis-nous à tout. l'alcool. Alors, pour ceux qui ont regardé la première partie de l'émission, vous avez un peu le contexte, mon contexte familial, mon contexte de vie. Je vais prendre quand même, je vais résumer. Mais j'ai grandi dans une famille totalement normale. Totalement normale, je suis partie, j'ai été en cours, j'ai grandi, enfance, adolescence, etc. Et j'ai grandi dans une famille qui était très carrée, très très stricte. Donc, le droit de sortie était vraiment au minimum. J'ai pas trop le droit de sortir, c'est vraiment à l'école, l'école, l'école. Et quand je suis arrivée en France pour mes études supérieures, je suis passée d'un cadre où j'avais pas le droit de sortir à il n'y a personne qui peut rien me dire, il n'y a personne qui peut m'enfermer. Donc très vite, ça a été la débandade. J'ai commencé à faire la fête, la fête, la fête. Enchaîner les sorties, enchaîner les pots, enchaîner les verres, etc. Et petit à petit, sans m'en rendre compte, j'ai glissé dans une dépendance à l'alcool, dans une addiction à l'alcool. Mais c'est venu très subtilement. Parce que souvent, quand on pense à l'alcoolisme, on s'imagine le SDF totalement ivre à côté de la route, où on s'imagine le tonton éméché aux réunions de famille qui a des blagues déplacées. On sait qu'il est en marge. Okay. Voilà, alors là, on est sur l'ivresse ici. C'est ça. On est sur une dépendance qui va tomber après par la suite sur l'ivresse. Mais la dépendance à l'alcool peut ne pas être visible. Absolument. Hein? Donc toi, en tout cas, dans ton cas, c'est comme tu as dit que c'était assez subtil. Donc en fait, ça a commencé socialement, Oui. avec les amis, etc. Puis tu es tombé dans la dépendance. La dépendance, c'est dès le moment où, en fait, tu as besoin de l'alcool pour te sentir bien. Voilà. Tu as besoin. En fait, c'est plus qu'un besoin. Ça devient nécessaire, en fait. C'est devenu une nécessité. Voilà. Ce qui était à la base un plaisir est devenu un désir insatiable, en fait. C'est ça. C'est ça. Et du coup, c'est quelque chose qui peut s'installer de manière très subtile sans qu'on s'en rende compte. Parce que, comme je disais, en fait, on a une vision de l'alcoolisme qui est très caractéristique. On s'imagine l'alcoolique, c'est vraiment celui qui est en marge de la société. Mais il y a énormément, énormément d'alcooliques qui ne savent pas qu'ils sont alcooliques. Et moi non plus, je ne savais pas que j'étais alcoolique jusqu'à sortir de là et me rendre compte que les signes que je présentais démontrent qu'il y avait une addiction à l'alcool qui était présente, en fait. mais c'était quoi la fréquence? C'est ça. Tu buvais de l'alcool, ok, de la bière, du vin, parce que oui, il y a aussi le bon vin, hein, comme on dit. Ça. Comme on dit qu'il faut boire un demi-verre par jour, j'entends toujours ça. Et puis c'est comme ça qu'après on plonge. Oui. Donc du coup, quelle était ta fréquence? Au tout début, comme tu disais, c'était dans les événements sociaux. Donc au début, tu es étudiant, c'est le jeudi soir. En tout cas, à Lille, les fêtes, c'était généralement le jeudi soir. À Lille, d'ailleurs, il y a une rue qu'on appelle la rue de la soif, rue Solferino, qui est la rue où tu retrouves le plus de bars et de pubs. Donc, le jeudi soir, une fois par semaine, on sort après les partiels, après un examen compliqué, on va prendre une pinte. Après, tu reviens, après encore. Donc, au début, ça peut commencer avec une fois par mois, puis 2 fois par mois. Puis ça devient quand même un peu plus souvent, une fois par semaine. Et petit à petit, comme ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et en fait, tu vas passer de « je vais prendre de l'alcool une fois en passant » à bah, « je vais au restaurant avec mes amis, bah, pourquoi pas un verre de vin pour accompagner ma viande ?» Ah bah tiens,
il fait beau, il fait chaud, je vais aller en terrasse, je vais me prendre un petit cocktail, un petit mojito et tout, ça fait pas de mal. Mais en fait, ces petites boissons que tu prends, qui s'accumulent, commencent à développer chez toi une dépendance à l'alcool. C'est dingue, c'est tellement subtil. Tu peux D'accord. pas te rendre compte. Tu peux pas te rendre compte tout de suite. Comment tu t'es rendu compte au final que... C'était pas facile parce que j'étais entourée d'étudiants, donc qui faisaient la fête très souvent. Et surtout, en France, il y a la culture de l'apéro. Exactement, Donc, c'est en fait- pour ça que je dis que c'est difficile de se rendre compte, tu Donc vois. en fait, quand tu as l'habitude, parce que moi je fréquentais beaucoup, beaucoup de Français du coup, donc quand je dîne avec leurs parents, avant le dîner, c'est l'apéro. Mais bien Donc sûr. avant le dîner, Yael, tu vas bien prendre un petit verre. Ah tiens, il y a un peu de vin blanc, il y a un peu de ci, un peu de ça. Mais tous les soirs avant le dîner. Et mine de rien, on ne s'en rend pas compte, mais boire de l'alcool tous les soirs, ça installe quelque chose. Ça installe quelque chose chez toi. Donc, sur le coup, je ne me suis vraiment pas rendu compte. Je me suis rendu compte bien après, une fois que j'étais totalement sortie. Mais sur le coup, pour moi, c'était normal. D'aller faire la fête avec mes amis, c'était normal. Il fait beau, je vais prendre un verre, un cocktail, c'est normal. En fait, comme dans ma tête, et c'est le cas pour beaucoup de personnes, l'alcoolisme, c'est vraiment, tu prends 10 bières d'affilée. Je me disais, bah, quoi, j'ai pris un cocktail et un verre de vin, c'est rien. Ah, c'est vrai que j'ai pris un cocktail hier, mais je reprends un cocktail aujourd'hui. C'est rien, c'est mignon, c'est un cocktail, il y a des couleurs, il y a une petite paille, il y a des décorations, c'est joli. C'est pas un grand verre de whisky ou une bière, donc c'est moins stigmatisant, donc tu t'en rends moins compte. Clair. Tu le Donc banalises. la dépendance ici, dans ton cas, c'était, il n'y avait rien à voir avec l'état d'ivresse. C'était vraiment la dépendance où tous les jours, tu avais besoin d'avoir ta C'est petite, ça. ta petite Initialement, ration c'était pardon, ça. d'alcool. C'est ça? Au début, Mais- ça a commencé comme ça, mais en recherchant l'état de tu vas être pompette. Donc tu ne veux pas D'accord. être ivre, ne Ah, plus tu marcher, recherchais quand même mais ce- tu recherches quand même cet à effet-là. être un peu désinhibé. Genre, Oui, surtout, oui. Moi, je suis. Alors, de base, je suis assez introvertie. timide, ouais. Donc, le fait de boire de Je l'alcool, vois. ça me permettait d'être plus ouverte, plus facilement parler aux gens. Donc, je cherchais quand même à avoir un petit effet avec l'alcool de je parle plus facilement aux gens, je vais plus facilement vers les gens. D'accord. Mais plus tu prends, plus ton corps s'habitue, donc plus tu as besoin de doses fortes. Et petit à petit, là où tu te limitais à non, là, ma tête tourne un peu, tu te dis, ah, ma tête tourne un peu, mais c'est bon, je peux reprendre un verre. Ah, j'ai un peu mal au ventre, mais ça va, je peux encore prendre un verre. D'accord. Et petit à petit, en fait, souvent sans te rendre compte, tu coules dans l'ivresse, surtout que chez les jeunes, il y a ce qu'on appelle le binge drinking, qui est le fait de boire des grandes quantités d'alcool. Donc vraiment, ce qu'on voit dans les films, on prend un rail de shots et on dit « Allez, prends des shots !» Et puis tu enchaînes les shots, on se donne des défis. Surtout les étudiants, tu as des jeux à boire. Donc tu as des défis en mode « Si tu réponds pas bien à la question, tu prends 2 shots. Si tu perds au Uno, tu prends 3 shots. » Et ces petits trucs qui peuvent paraître insignifiants, c'est des jeux, installent une dépendance à l'alcool et installent une tolérance à l'alcool qui fait que là où avant tu te limitais à un verre, aujourd'hui ton corps il peut prendre 3 verres, donc tu en prends 4. Demain tu vas t'habituer à 4, donc tu vas en prendre 5, 6, 7. Et petit à petit tu vas augmenter les doses en fait. Alors moi, j'ai une question pour toi. J'aimerais savoir quel impact l'addiction que tu as eu sur ta vie personnelle et même spirituelle. Est-ce que tu étais en Christ à ce moment-là ou pas? Non, à ce moment-là je n'étais pas en Christ. D'accord, donc sur ta vie familiale et personnelle dans ce cas-là. Sur la vie personnelle, au début il n'y avait pas trop d'impact. On était encore dans le contexte social et pas trop d'impact. L'impact a commencé à venir quand j'ai remarqué que je suis passée de « Ah, il y aura une fête vendredi, cool » à « J'ai tellement hâte d'être à vendredi pour décompresser. Ah oui. Ça, c'est bien de dire ça, c'est joli quand C'est tu dis joli, « Je vais décompresser proprement dit, ouais, ». Mais c'est en ça. vrai, tu ne veux pas te décompresser, Tu tu veux veux, te tu veux saouler. boire. Ah tu, oui. tu veux boire. C'est ça. Donc petit à petit, j'ai remarqué que c'était plus ah, si on m'invite, c'est bien. J'en ai venu à chercher une occasion pour boire. Ah, et si on allait prendre un verre? Ah, et si on allait manger? Mais tu sais que quand tu vas manger, tu vas prendre un verre de vin à côté. Ah, et si on sortait? Ah, et si? Donc petit à petit, j'ai commencé à chercher l'occasion pour boire. Et j'ai remarqué que il y avait ce truc de il faut que je puisse boire avant d'aller avec des gens parce que si je ne bois pas, je ne vais pas être aussi à l'aise. Je vais être trop renfermée, trop Ouais. introvertie. Donc je dois boire pour. Et petit à petit, ça fait que je cherchais l'ivresse, je cherchais l'alcool. Mais comme j'étais dans un contexte étudiant où, en plus, vraiment... C'est à Lille, normal. Oui, on tout va le monde est dire. un normal, peu voilà. comme ça, au final, Tout le monde est un à peu cet comme ça. âge-là. Tu bois, même avant d'aller en boîte de nuit, il y a ce qu'on appelle des before. Donc avant d'aller en boîte, tu bois déjà pour déjà être un peu en état d'ébriété. Prépare à boire pour boire. Comme ça, quand tu viens juste mettre le supplément. Donc en fait, il y avait toute une culture de l'alcool qui Ouais, normalisait je ça. comprends. Mais j'ai remarqué que ça n'allait pas quand j'ai vu que même seule, je cherchais cet état. Seul aussi. Seule. Ok. C'est là que j'ai senti que Il t'a on fallu dirait qu'il y combien a de quelque temps chose. entre le moment où tu as commencé petit à petit et le moment où tu t'es aperçu que même seul, tu commençais à boire?
Il y avait combien de... Pas beaucoup de temps parce C'est que, vrai à savoir que du moment où je suis arrivée en France et le moment où j'ai été vraiment au pic de l'addiction, il s'est écoulé que 2 ans. Donc, oui. en 2 ans, Parce que je suis passée de je ne bois pas à vraiment au pic de mon addiction. D'accord. Je buvais environ 3 verres de rhum. Mais quand je dis verres, ce n'est pas Ah des shots, oui, des waouh. verres sans diluant, juste avec un glaçon par jour. Une bouteille de rhum de 75 centilitres, Wow. elle faisait 3 jours chez moi. 3 jours et je la finissais toute seule, au pic de mon addiction. Sachant que ça a commencé avec, on fait un peu la fête comme ça. Donc en fait, c'est assez rapidement, c'est au bout de quelques mois que tu passes de, tu bois seulement quand tu es dehors, à, tu vas à Carrefour, ah bah tiens, il y a une bouteille de vin blanc, je vais prendre la bouteille, comme ça, quand mes amis vont venir, on va boire un petit verre de vin. Sauf que quand tes amis partent, la bouteille reste à la maison. Donc tu dis, bah, je ne vais pas gâcher la bouteille, je vais la terminer. Et comme ça, petit à petit, tu prends l'habitude de boire seul à la maison et tu augmentes ce qui était une bouteille de vin en passant, devient, ah tiens, j'ai réussi cet examen, allez, pour me faire plaisir, je vais me prendre un bon vin blanc. Et en fait, c'est pour ça que je mets l'accent sur l'esthétique qu'il y a derrière l'alcoolisme, parce que quand c'est beau, c'est moins choquant. Donc, si je disais à mes amis, je vais prendre un verre de whisky et me poser chez moi, ils allaient me voir en bizarre. Mais quand j'envoie à mes copines une photo où j'ai fait un bain avec des pétales de fleurs, j'ai un verre de vin blanc et j'ai fait mes ongles, là, c'est beau, là, c'est acceptable. Pourtant, ça reste de la consommation d'alcool alors qu'il n'y a pas de raison, en fait. C'est ça. Et La tu subtilité soulèves- derrière, Exactement, tu derrière soulèves vraiment cette addiction. un point important parce que au final, quand je t'entends parler, je me dis, mais au quotidien, moi j'entends toujours ces phrases-là, ces phrases banalisées de oui, bon, on cherche une occasion pour boire, on va. Et ça, je l'entends au quotidien. Donc en fait, je me dis que pour détecter dans ton entourage une personne qui est potentiellement addict, c'est assez délicat quand même. C'est très délicat. Mais là, toi, ton entourage, déjà, ils étaient tous En dedans. plus, ils étaient Ah oui. tous Déjà, ils étaient dedans. De base. Donc maintenant, pour sortir de là, Mais c'est ça, c'est comme entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais un fou qui conduit, qui veut sauver un fou. En fait, il y a personne qui peut sauver personne. Et donc du coup, toi, il t'a fallu une tierce personne pour te rendre compte de ça, ou pareil, c'était en lien avec ta découverte de Jésus qui a fait que ça aussi c'est parti. C'est avec ma découverte de Jésus. Parce que quand j'ai donné ma vie à Christ et que j'ai commencé à fréquenter des chrétiens, j'ai vu que ce n'était pas si normal que ça de boire de l'alcool tous les jours au repas. J'ai commencé à faire mes premières sorties avec les frères et sœurs de l'église. Et le serveur vient, qu'est-ce que vous allez prendre? Tout le monde prend un Virgin Mojito. Moi, je vais prendre un jus de fruits, un coca. Alors moi, je vais prendre du Jack. Ça ne faisait pas trop bien. Donc là, je me suis dit, mais pourquoi ils ne prennent pas d'alcool? Et quand je demandais, c'est juste, j'ai pas de raison de prendre de l'alcool. Et là, ça m'a confronté au fait que, mais c'est vrai qu'avant, j'avais aucune raison, mais il y avait ce besoin de, il faut que je sois ivre, il faut que je sois pompette, il faut que je sois désinhibée, alors que aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'alcool pour parler, pour m'exprimer, pour être à l'aise. Mais à l'époque, avec tout le système autour de moi, tout l'écosystème qui m'encourageait à boire, le fait qu'à la télé, on te montre dans les films que c'est cool de boire, tu vois les étudiants avec leur verre rouge, là, les Red Cup. Ouais, les Red Cup à l'époque, tu dis ah moi je veux grandir juste pour avoir cette soirée-là, avoir ce verre, Avoir les même Red s'il y a Cup du et jus tout. dedans, c'est pas grave. En fait, ça normalisait quelque chose qui est archi pas normal. C'est vrai, je suis d'accord. Qui est archi pas normal. Et on a vraiment glamorisé quelque chose qui n'est pas beau. Parce que l'alcool, c'est une drogue. Et l'alcool, c'est la drogue qui fait le plus de morts. On a tellement banalisé l'alcool. En fait, c'est tellement beau aujourd'hui, surtout pour une femme. Pour un mec, peut-être que c'est plus facile de voir. Pour un homme, c'est plus facile de détecter, peut-être, parce que l'homme, tu vas voir, il va prendre 3 verres de whisky à la suite, c'est alarmant. Mais une femme, si là, je prends un mojito, avec des jolies petites fleurs, des machins. Après mon mojito, ben tiens, je vais prendre tel cocktail. Là, c'est joli, il y a des décorations, c'est esthétique. Donc c'est moins alarmant, alors que c'est de l'alcool que tu prends et tu prends trop. Et comme c'est beau, comme par exemple, je le disais, le fait d'être à la maison, ta petite soirée, je prends soin de moi-même, tu fais tes ongles, tu fais tes soins pour la peau avec ton verre de vin à côté, c'est joli. Mais si c'était un verre de whisky, ce serait alarmant. Pourquoi est-ce que pour le vin, on ne parle pas? Parce que c'est beau. Donc le problème, c'est que l'alcool, des fois, c'est tellement mis dans un beau paquet qu'on ne se rend pas compte qu'on est dans l'alcoolisme, qu'on est dans l'addiction. d'accord. Donc, pour toi, dans ton histoire, Jésus t'a aidé à sortir de cette addiction. Absolument. Toutefois, quand on est addict, tu as le corps, lui, qui réclame. Parce qu'avec le Seigneur, là, il y a un cheminement aussi. C'est-à-dire que ton corps, lui, va dire hey, moi, j'ai besoin de ma dose. Là, Absolument. comment tu répondais à ce corps-là? Au début de ma conversion, comme j'étais dans la joie, j'ai découvert Jésus et tout,
au début, c'était tout beau, tout rose. Mais au bout d'un moment, l'ennemi commence à venir taper. Bon, toc, 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 ma cocotte. On avait un lien, toi et moi, tu joues à quoi? Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à ressentir encore l'envie de boire. Donc, au début de ma conversion, je buvais, mais à dose vraiment restreinte. Mais je voyais quand même que, même par rapport aux gens autour de moi, pourquoi est-ce que là, je bois? En fait, quelle était ma raison? Du coup, j'ai commencé à me mettre en question par rapport aux gens qui Tu te m'entouraient. posais des bonnes questions, en fait. Ouais. Franchement. Pourquoi est-ce que là, j'ai envie de boire? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je recherche quand je bois? En fait, là, pourquoi est-ce que j'ai envie de prendre un cocktail et pas un verre de jus de fruits? Et le fait d'avoir de bonnes compagnies, ça fait la différence. Exactement ce que j'allais L'entourage. dire. Ça change tout. C'est La l'entourage. bonne compagnie. Parce que quand je regarde par rapport à ton témoignage en tant que étudiante qui buvait beaucoup à chrétienne, c'est que ton entourage a changé. Yeah. En fait, ton entourage a beaucoup changé. Dans le premier cas, ça t'a encore plus embourbé dans l'alcoolisme, alors que dans le cas numéro 2, tu t'es posé les bonnes questions et tu t'es dit, mais en fait, il n'y a pas besoin. Donc vraiment, les compagnies, quoi, les bonnes compagnies, vraiment. Ça change tout. Parce que souvent même, tu as des personnes qui ont envie de sortir de ça, mais à cause des personnes autour d'elles, C'est ça. elles se retrouvent bloquées parce que Oui. si tu es avec des personnes qui ont l'habitude de boire, et moi je me souviens qu'à un moment, avant même de connaître Chris, j'avais dit à mes amis, bon, vous savez quoi, l'alcool, on va doser et tout, parce que je sentais que je commençais à être dedans. Quand on est tous ensemble, les serveurs viennent, qu'est-ce que vous prenez? Tout le monde prend un cocktail. Je dis, je vais prendre un jus. Oh, Ouais, mais oh là c'est là, ça. mais t'es relou, C'est mais t'es ça. coincé, mais prends un verre de vin, mais c'est juste un verre. Donc en fait, même quand tu vas arrêter, ton entourage te pousse, te stigmatise. Alors qu'avec mon nouvel entourage, tu prends pas d'alcool, enfin personne va, enfin c'est normal pour C'est eux, donc normal. ils vont pas réagir. Alors que quand tu as des personnes qui t'encouragent et quand tu veux sortir de là, qui te poussent vers à le bas, en fait, rentrer, hein. tu peux pas sortir de là. Tu peux juste pas en fait. C'est ça. Et c'est ça qui est vraiment difficile, même aujourd'hui. Quand tu as des personnes qui sont même pas dans le Seigneur qui disent j'ai envie d'arrêter l'alcool, elles vont te dire généralement. Ben, mes parents m'ont dit, t'es un coincé. En fait, tu deviens le coincé de service. Oh, mais t'es un coincé, t'es un rabat-joie. J'ai toujours vécu ça. nanana. Ouais. En tant qu'étudiante, c'était toujours comme ça. J'ai jamais aimé l'alcool. C'est plus facile, je pense, de ne pas en boire quand t'aimes pas. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette étiquette de oui, mais toi, de toute façon, voilà, t'es une coincée, t'es ci, t'es ça. Mais accepter l'étiquette, c'est même pas grave. En vrai. Franchement. C'est pas grave. Franchement. Waouh. Waouh. Donc ici, on fait plus que de la prévention. Vous avez entendu, c'est son histoire. Et par la grâce de Dieu, avec la rencontre du Seigneur, tu es sorti de cet état. Mais aujourd'hui, parce que cette histoire date, je suppose, aujourd'hui, donc tu n'es plus du tout attiré par l'alcool ou il t'arrive de boire un petit peu? Aujourd'hui, il peut m'arriver de boire un verre, mais je suis plus attirée. Dans le sens où, si aujourd'hui je suis posée et que je veux une carte et que je décide de prendre un cocktail, c'est pas ça quelque chose dans le cocktail qui est bon, ça va être un... Je sais pas, ça va être que le cocktail, il a l'air vraiment bon, donc j'y vais pour le goût. Mais pas... Alors qu'avant, quand je regardais les cocktails, je regardais la dose d'alcool dedans. Donc aujourd'hui, quand je regarde les D'accord. cocktails, Parce je regarde avant, tu regardais la dose Absolument. pour prendre la plus forte. Exactement. Ok. Donc aujourd'hui, je peux me dire, tiens, je vais partir sur ce cocktail parce qu'il y a de l'hibiscus dedans, il y a du gingembre. Ça, je pense que je vais aimer. Alors qu'avant, c'était lequel est le plus fort ici? Il y a du rhum. Le rhum, c'est plus fort que ça. Je vais prendre ce cocktail-là parce qu'il y avait du rhum dedans et que je savais que c'était plus fort. Waouh. Donc même ma vision de la chose a changé. Après, ça, c'est moi. Il y a des personnes, quand elles viennent à Christ, elles ont la conviction du Saint-Esprit d'arrêter totalement l'alcool, qu'elles fassent selon leur conviction. C'est ça. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai plus le besoin de boire. Ça peut m'arriver, mais c'est pas un besoin, c'est pas quelque chose, ce n'est plus quelque chose que je cherche. Je suis délivrée de ça par la grâce de Dieu. Et j'encourage vraiment quelqu'un qui regarde ce temps à déjà chercher le Seigneur, parce que le Seigneur, c'est lui qui va opérer une transformation dans votre façon de penser et qui va faire que vous n'allez plus être attiré par l'alcool, mais également vous entourer de bonnes personnes qui vont vous pousser à chercher les bonnes choses, ce qui va vous édifier, ce qui va vous faire du bien. Parce que en soi, et c'est pour ça qu'on parle de conviction, tout ça, la Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Ne fais pas quelque chose juste pour faire. Si tu n'as pas la conviction de ne pas boire du tout, prends ton verre de vin, mais pourquoi est-ce que tu le prends? Pose-toi les bonnes questions. Là, si tu prends ce verre, qu'est-ce que tu cherches derrière? Exactement. Exactement, exactement. Donc moi, j'ai une dernière question pour toi. Si une personne qui nous écoute lutte avec l'alcool aujourd'hui, quel conseil précis lui donnerais-tu? Aujourd'hui, déjà, le premier conseil, c'est d'en parler. C'est vrai que c'est très stigmatisant parce que dans la société, encore aujourd'hui, quand on pense à l'alcoolique, on pense au sans-abri qui est totalement ivre sur le bas de la route, alors que non. Donc, en parler aux bonnes personnes.
Ça sert à rien d'en parler, ça sert à rien d'en parler à tes amis qui boivent parce qu'ils vont dire que tu es coincé, ils vont te dire que tu es le rabat-joie, ils vont t'encourager à rester dans l'alcool. Parle-en. Si tu n'as pas de bonnes personnes autour de toi qui ne sont pas elles-mêmes dans un problème d'alcool, parle-en à un thérapeute. Parle-en à un thérapeute. La thérapie et la vie en Christ, c'est compatible. Et derrière, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Moi, j'ai le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de thérapeute. » C'est vrai que j'ai Il y a souvent entendu. le nombre de pasteurs, de prophètes. On a un exemple, une servante de Dieu qui est thérapeute. Vous n'avez pas idée du nombre de serviteurs de Dieu qui sont aussi thérapeutes, qui sont psychologues, parce que ces choses-là sont bonnes. Elles ne vous éloignent pas de Dieu. Ça permet, au contraire, de mettre le doigt sur un point qui est à soigner. Parce que, on parlait dans la première partie de dépression. Comment est-ce que j'aurais pu prier contre l'esprit de dépression si un psychiatre ne m'avait pas dit que j'avais une dépression? En fait, je ne peux pas prier contre quelque chose que je ne connais pas. Et de la même façon, si tu n'as pas de personnes autour de toi vers qui te tourner, va voir un thérapeute. Va voir un thérapeute, parle-en à un spécialiste. Mais déjà, en parler. Parce qu'en parler, ça permet d'exposer la chose. Et tu vas avoir des clés pratiques. Le thérapeute il va t'accompagner pour que tu puisses être sevré petit à petit de l'alcool. Donc déjà, en parler. Ensuite, être violent et poser des actes. Parce que ça ne sert à rien de dire « j'ai envie de sortir de là », mais tu as toujours une bouteille de vin dans ton frigo. Par exemple, moi, quand je suis sortie de là, j'ai décidé de ne pas avoir d'alcool chez moi. Donc, si vous me voyez en train de boire, c'est que je suis dans un restaurant, c'est que je suis à l'extérieur, c'est que voilà, je suis à un mariage, il y a du champagne, mais vous ne trouverez pas d'alcool chez moi. Parce que j'ai résolu dans mon cœur qu'à cause de ce qui m'a combattu, parce qu'il faut être conscient de ces combats, une fois qu'on est en Christ, on est une nouvelle créature, mais il faut être conscient de ce qui nous court après. À cause de ce qui m'a combattu, je n'aurai pas d'alcool chez moi, pour ne pas moi-même en fait, mettre une pierre d'achoppement devant moi, pour ne pas être une occasion de chute pour moi-même. Donc, prends des résolutions. Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu vas décider pendant 6 mois de ne prendre aucune goutte d'alcool? Est-ce que tu vas décider de refuser toute invitation? C'est à toi de voir, mais il faut que tu poses des actions, des actes concrets et solides. Tu fasses une liste de tes habitudes qui engagent de l'alcool. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends de l'alcool quand tu vas manger avec tes amis? Si c'est le cas, décide de remplacer le verre de vin ou le cocktail par un jus de fruits. Je ne vais pas dire du coca parce que c'est pas bien, par un jus de fruits. Oui, parce que le sucre aussi peut être une autre forme d'addiction. Oui, hein. Mais décide ça, fais la liste, fais l'inventaire. Quelles sont les situations dans lesquelles tu te retrouves à boire? Est-ce que tu bois chez toi? Est-ce que tu bois avec tes amis? Est-ce que tu bois avec ta famille? Fais la liste et décide, là, je rature ça, je barre ça. Donc si tu buvais avec ta famille, décide, quand tu es avec papa, maman, les cousins, etc., de dire pas trop envie, je vais plutôt prendre une eau gazeuse, je vais prendre du sirop. Si tu bois quand tu sors avec tes collègues, décide d'arrêter et de prendre uniquement du jus de fruits, quitte à passer pour le rabat-joie de la boîte. Mais fais l'inventaire et décide de supprimer ces occasions-là, sinon tu ne sortiras jamais de ça. Vraiment. Et bien sûr, tout naturellement, la prière. La prière. Demande au Seigneur de te délivrer, il est capable de le faire. La Bible dit que sa main n'est pas trop courte pour te secourir, donc il est capable de te délivrer. Mais le Seigneur, il peut te convaincre dans ton cœur, mais si tu ne décides pas de mettre des actions concrètes en place, ça ne servira à rien. Donc tout est nécessaire. L'aide auprès des thérapeutes, auprès des personnes de l'entourage, les actes, mais également la prière. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Franchement, c'était une conclusion parfaite, complète. Et j'espère que vous avez pris des notes. Dans tous les cas, ce sera en replay. Et Yael nous revient. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps. J'ai fait mes recherches avant de venir ici. Et la haute autorité de la santé, donc l'entité qui supervise l'ensemble des hôpitaux, des établissements de soins en France, a établi une liste de critères qui permet de diagnostiquer déjà l'alcoolisme, la dépendance à l'alcool. Parce que souvent, on pense qu'on est dépendant à l'alcool quand, comme moi à l'époque, tous les jours on boit, qu'on peut terminer une bouteille de Jack Daniels comme ça. Mais c'est beaucoup plus subtil. Et cette autorité a établi 11 critères. Sur les 11, à partir de 2 critères, on est considéré comme alcoolique. Donc, Numéro 1. Numéro 1, premier critère, la substance est prise en quantité plus importante ou durant une période plus prolongée que prévu. Donc ça veut dire que j'ai prévu d'aller avec mes amis prendre un verre, finalement j'en prends 2 ou 3. C'est un critère. Numéro 2. Numéro 2, il existe un désir persistant ou des efforts infructueux pour diminuer ou contrôler l'utilisation de la substance. Ça veut dire que j'avais dit, je ne vais pas boire demain, j'arrive pas, finalement je bois. C'est un critère. Numéro 3. Numéro 3. Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir la substance, utiliser la substance ou récupérer ses effets. Ça veut dire que, comme moi,
Plutôt que de te dire, je vais prendre cette boisson parce qu'elle a l'air bonne, tu commences à chercher, c'est laquelle où il y a le plus d'alcool. Tu fais tes courses et tu passes du temps dans le rayon vin. C'est quel vin que je vais prendre? C'est lequel qui est plus fort? Ça, c'est un critère. 4. Il existe une envie intense, un besoin impérieux et irrépressible de consommer la substance. C'est-à-dire que ça fait peut-être 2-3 semaines que tu n'as pas bu d'alcool. Ça commence à chauffer, tu te dis, faut que je boive. Tu commences à appeler tes amis, vous n'êtes pas chaud, comment ça? On va prendre un verre. Tu es déjà dedans. Ça, c'est un autre critère. 5. L'utilisation répétée de la substance conduit à l'incapacité de remplir des obligations majeures au travail, à l'école ou à la maison. Ça veut dire que tu as pris tellement d'alcool que tu te retrouves incapable de rentrer chez toi. Prendre la voiture, déposer tes amis, rentrer chez toi. Tu te retrouves incapable de faire ce travail que tu t'étais promis de faire parce que tu es en état d'ébriété. 6. Il existe une utilisation de la substance malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux, persistants ou récurrents, causés ou exacerbés par les effets de la substance. Donc ça veut dire que tu continues à utiliser la substance même si tu vois qu'il y a un préjudice qui est porté. C'est-à-dire, par exemple, j'ai l'habitude de passer du temps avec ma petite sœur, mais quand je bois, je m'endors. Donc je ne peux pas passer du temps avec elle. Mais malgré le fait que je sache que le fait de boire m'empêche de passer du temps avec ma sœur, je continue à boire. Ça, c'est un critère. 7. Des activités sociales, occupationnelles ou récréatives importantes sont abandonnées ou réduites à cause de l'utilisation de la substance. Moi, typiquement, avant l'addiction à l'alcool, j'aimais bien sortir, faire des randonnées, courir. Après ça, je ne pouvais pas parce que le matin, je me réveille avec la gueule de bois. Impossible d'aller courir. C'est un critère. À cause de ta consommation d'alcool, tu ne peux plus faire des choses que tu aimais faire. Tu ne peux plus dire que tu prends ta voiture, tu pars te balader parce que tu es ivre. Tu n'as plus l'énergie pour aller courir, tu n'as plus l'énergie pour sortir. Ça aussi, c'est un critère. 8. Il existe une utilisation répétée de la substance dans des situations où cela peut être physiquement dangereux. Ça veut dire que tu sais que là, tu as besoin d'être sobre. Tu bois quand même. Tu es au travail, il y a un after work. Tu sais qu'il y a ton patron, tu bois quand même. 9. L'utilisation de la substance est poursuivie bien que la personne sache avoir un problème psychologique ou physique persistant ou récurrent, susceptible d'avoir été causé ou exacerbé par cette substance. Typiquement, moi, j'avais des brûlures d'estomac. Je savais très bien que boire de l'alcool augmentait ces brûlures d'estomac. Je continuais à boire. C'est un critère. Il en reste 2. 10. Il existe une tolérance définie par l'un des symptômes suivants. Besoin de quantité notablement plus forte de la substance pour obtenir l'effet désiré. Effet notable diminué en cas d'utilisation continue d'une même quantité. Donc ça veut dire qu'il y a une tolérance qui se met en place. Avant, au bout d'un verre de vin, tu avais la tête qui tournait. Aujourd'hui, il t'en faut 5. Ça veut dire que ton corps s'est habitué, qu'il y a une tolérance qui s'est bâtie et que tu es déjà dans l'alcoolisme. Et dernier critère, il existe un sevrage caractérisé par l'une ou l'autre des manifestations suivantes. Syndrome de sevrage caractérisé par la substance, où la substance est prise pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage. Typiquement, après avoir bu, je me retrouvais mal, j'avais la nausée, je ne me sentais pas bien. Qu'est-ce que je faisais pour y remédier? Je buvais encore parce que le fait de boire venait supprimer la nausée. Donc, plutôt que de me sevrer, je décidais de poursuivre parce que l'effet de mon sevrage faisait que j'avais besoin d'en reprendre pour aller mieux. Donc, je pense qu'on pourra peut-être mettre le lien dans la description de la vidéo pour que tu aies accès à la liste des critères. Mais sur ces 11 critères, si tu as juste 2, tu es déjà alcoolique. Donc, en fait, il y a beaucoup plus d'alcooliques que ce qu'on croit. Beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est pour ça qu'on doit vraiment être vigilant, faire attention aux gens autour de nous, observer. Quand on sort avec la même personne 3 fois de suite, est-ce que les 3 fois de suite, elle prend de l'alcool? Commence à questionner, pourquoi est-ce que tu ne prends pas un jus de fruits? Ah non, j'ai envie de prendre... Non, vas-y, viens, on prend un jus de fruits. Non, j'ai envie de prendre mon cocktail. C'est vrai, merci pour ça, parce que ça nous aide, nous, en tant qu'entourage aussi, à pouvoir peut-être essayer de discerner un peu les potentiels alcooliques. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de aider, personnes... Il ne s'agit pas juste de dire, ouais, toi, t'es alcoolique, il faut derrière après... Oui, voilà, faut non, aider. je précise, parce que... Sans juger. Sans juger. C'est ça, c'est très très important. En tout cas, sachez que la honte ne vous libérera pas, mais la vérité, la lumière, oui. Yes, Voilà. amen. Alors, c'était assez complet quand même. Franchement, merci beaucoup Yael, parce que assurément que au travers de ton témoignage, de tes conseils, c'est une connaisseuse. Comme j'ai dit, c'est pas une histoire qu'elle n'a pas vécue. Elle est en train de parler de elle et elle s'est mise à nu en fait, afin de pouvoir aider un maximum de personnes qui aura à regarder cet épisode. Donc en tout cas, merci beaucoup.
Que le Seigneur Merci te pour bénisse et que l'invitation. tu continues Amen. aussi à bénir d'autres Exactement. personnes au travers de ton témoignage, parce que la Bible le dit, qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et aussi par la parole de leur témoignage. Donc, sur cette conclusion, je vous dis à très bientôt.